Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367. Madame, Monsieur, bonsoir ou bonjour selon l'endroit où vous vous trouvez. Dans une première émission dans Schéma Directeur, nous avons essayé de percer l'énigme du 18 mars 1977, énigme concernant l'assassinat du président Marien Ngouabi. Il faut rappeler qu'après sa disparition, il y a eu un procès entre le 3 janvier et le 6 février 1978. Ce procès qu'on a appelé le procès de l'assassinat du président Marien Ngouabi reste inscrit de façon indélébile dans l'histoire tumultueuse du Congo-Brazzaville. Et comme le dit Bichakanda Diapoul, membre de la société civile de la diaspora congolaise en France, dans un article, et je le cite, « Les vrais assassins du président Marien Ngouabi ont ourdi une machination politique et organisé une parodie de procès contre des personnes qu'ils savaient innocentes et les ont envoyées à la mort gratuitement pour effacer toute suspicion sur eux. » Fin de citation. Résultat de ce procès tristement historique, 10 personnes ont été passées par les armes le 7 février 1978. Dans une première émission d'une heure, nous avons fait un large éclairage sur l'assassinat du commandant Marien Ngouabi. Aujourd'hui, dans cette deuxième émission, nous allons parler de ses conséquences sur la vie sociopolitique du Congo-Brazzaville. Schéma directeur invité, M. Dia Nkoubi Jean-Richard, qui était déjà là pour la première émission. M. Jean-Richard Dia Nkoubi est initiateur du concept devoir de mémoire du Congo-Brazzaville. Merci M. Jean-Richard Nkoubi d'être revenu sur notre plateau. Je l'ai dit en introduction, nous avons fait une première émission sur l'assassinat du commandant Marien Ngouabi. Cette émission est diffusée sur notre site, le site de notre chaîne et sur YouTube. Alors, quel est le feedback par rapport à cette émission? Oui, bonjour Monsieur Ben Zawi Degou. Avant de parler du feedback, nous tenons pour une seconde fois à vous remercier de l'invitation parce que nous pensons que la publication de différentes vérités historiques de notre pays est une arme pour le combat de l'alternance de gouvernance au Congo-Brazzaville. Et c'est à ce titre d'ailleurs les feedbacks que nous avons reçus, ce qui va tout en votre honneur, et que sont de 2 directions. De la direction de la diaspora, comme le Sipulvo Recherche, et de la direction de Brazzaville, qui est l'épicentre de l'action politique de notre pays. Au niveau de la diaspora,
Plusieurs associations nous ont remerciés de la pugnacité de notre intervention et nous ont demandé de vous transmettre aussi leurs félicitations pour cela. Nous faisons tout le travail. C'est normal des journalistes. Et parce que pour eux, c'est une des rares fois, pour ne pas dire la meilleure fois, où la barre a été mise assez haute. Nous ne sommes pas rentrés dans les polémiques, nous nous sommes permis d'exposer les problèmes, des analyses et des investigations qui se traînent sous les pupitres. Et secondo, la deuxième réaction qui va aussi dans ce sens, il y a une chaîne, un média de la diaspora qui a pignon sur rue, qui a eu aussi à faire une émission dans ce sens. Mais cette émission a laissé plus d'un compatriote sur leur, disons, faim. Parce qu'il y avait beaucoup à dire. Malheureusement, les auteurs les interviewés se sont permis d'aller juste sur la surface. Qu'à cela ne tienne. Et le troisième feedback sur la place de Paris, il y a différentes commémorations qui se passent dans le cadre du 40e anniversaire, des événements de mars 77, et le dimanche 7 mai prochain, au niveau de la basilique de Saint-Denis, il y a l'association ACEB, Association Cardinale Émile Dayenda France, qui convie la diaspora congolaise de la place de Paris à une messe écuménique pour que la flamme de ces événements ne puisse pas disparaître. Ça, c'est au niveau de la société civile et des médias, et au niveau des citoyens. Mais plus important, nous pensons que c'est la réponse que nous avons reçue de Brazzaville. Parce que pour ceux qui suivent l'évolution de cette période tourbillante de l'histoire de notre pays, ils nous ont fait savoir que lors de la commémoration du 40e anniversaire de l'assassinat du président Marien Ngouabi par le PCT, parti au pouvoir au Congo, il y a eu un officier, membre de ce parti, qui s'est permis quand même de nous faire un pic. Et cet officier n'est pas un des derniers aussi, hein. De son rôle ou de sa place à l'époque des événements de mars 77, il était quand même le directeur de cabinet du ministre de la Défense. Malheureusement, un de ses collègues l'appelait un paperassier. Donc c'est un général à la retraite qui n'a pour fait d'armes que des complots ou l'accomplissement des basses besognes à caractère politico-militaire pour envoyer d'autres fils de notre pays à la potence. Et ce dernier s'est permis de nous faire sortir 5 trophées. Je ne sais pas s'il a fait à notre endroit, mais quand nous avons vu, c'est quand même un pic qui nous est adressé directement. Le premier trophée, il a parlé de sa carte de membre du PCT, signée de la même du commandant en chef à l'époque, président du parti. Parce que vous vous rappelez que nous avons parlé de la naissance du PCT. Yes. Et secondo, il a fait il nous a parlé des lettres, une correspondance que le commandant en chef avait envoyée à son chef, qui était le ministre de la Défense, et ce dernier lui avait donné une lettre directive dans le cadre de leur travail. Parce que vous vous rappelez que nous avons dit que de quoi le commandant en chef avait été assassiné. Donc, et après, il nous a montré la lettre, l'original de la lettre qui a dû justifier
le passage à la cour martiale du président Alphonse Massamba Deba, dont jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont incapables de me donner la dépouille mortelle à la famille. Et enfin, il a donné le testament du capitaine Barthélemy Kikadidi. Donc vous verrez bien que ce genre de pic, nous aussi, nous on a préparé nos réponses. Oui, et nous pensons que nous allons y arriver. Monsieur Diac, je voudrais dire donc au régime de Brazzaville que notre chaîne est ouverte à tous les courants d'idées qui peuvent venir sur ce même plateau. On peut en parler de façon libre. Hein. Nous sommes dans un pays de liberté. Ils peuvent venir pour qu'on en discute. Il n'y a pas de problème. D'abord, un débat contradictoire serait le bienvenu. Nous sommes ouverts à toutes les propositions. Donc le débat contradictoire entre eux bien sûr. Et les acteurs de la diaspora, oui, pour édifier. Ce serait une très bonne chose. L'invitation est lancée. Voilà. Depuis à nos responsables politiques de Brazzaville. Merci pour l'intérêt que vous accordez à notre émission et notre chaîne. Merci. Alors, M. Jean-Richard Nkoubi, notre deuxième émission va porter sur, n'est-ce pas, les conséquences du procès qu'il y a eu après la disparition du commandant Marienne Ngouabi. Mais avant, on peut dire que l'une des premières conséquences historiques, n'est-ce pas, de ce procès, avant d'entrer dans le vif du sujet, comment ce procès a été organisé, sur la forme, et puis comment ont été choisis les prévenus. C'est bien de savoir. Bon, vous savez, heureusement que vous avez dit que cette émission a un caractère pédagogique. Je me suis permis, quand le mensonge éhonté est utilisé comme arme de gouvernance au sommet d'un pays, il y a donc confusion. Vous allez nous parler, vous me demandez, c'est sur quelle base? Bien sûr, sur quelle base? Mais il y a dans ce cas d'espèce devoir à nous de vous repréciser que le commandant en chef est assassiné le 18 mars 1977. Yes. Il est assassiné le 18 mars et le Congo est sous une constitution qui date du 24 juin 1973. Donc ça c'est donc, et que disait la Constitution à l'époque? En son article 40, permettez-moi qu'on vous le lise. Le président de l'Assemblée nationale. Oui, mais ça c'est parce qu'il faudra pour des besoins d'histoire que ceux qui nous parlent, que ceux qui nous ont suivis, voient que nous ne sommes pas allés chercher ça ailleurs. Oui. Que c'était écrit noir sur blanc dans la Constitution. Dans la Constitution. La loi fondamentale d'une République. En cas de vacance de la présidence de la République, pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par un plénum réunissant les membres du comité central et de l'Assemblée nationale populaire, s'attirant à la majorité absolue, composant le plénum, les fonctions de président de la République, à l'exception des pouvoirs prévus par les articles 38, alinéa 1er, 41, 43, 44, 45, 46 et 47, sont provisoirement exercés par le président de l'Assemblée nationale populaire. Le congrès du parti est convoqué dans les 3 mois qui suivent la constatation de la vacance du pouvoir en vue d'élire le nouveau président de la République. Dans les pays civilisés, déjà, avant même le constat de ce pouvoir-là, la vacance du pouvoir, la nuit,
cette constitution-là va être abrogée. Mais par qui? Par qui? Par qui? Les militaires, à l'époque, qui sont aux hauts fonctions de la République, qui se disent non, mais qui était, qui tirait les ficelles, si ce n'est que celui qui avait la charge de la sécurité et de la défense nationale. Donc, en cette nuit-là... À cette époque, qui était le président de l'Assemblée nationale? Le président de l'Assemblée nationale, c'est un originaire du département du Kouilou, Moissi Poiti. Donc, cette constitution est abrogée en une nuit par les militaires. En une nuit, on va nous mettre un comité militaire. C'est sur quelle base? On peut assimiler ça à un coup d'État. Je vous le laisse dire. Non, mais c'est un coup d'État. Non, je vous le laisse dire. Si on laisse de côté la Constitution pour faire autre chose, c'est un coup d'État. Il n'y a pas d'autre mot. Hein, donc vous comprendrez que déjà, il y a cette piscose militaire qui est là, et pour des raisons X, pour des raisons d'ego, pour des raisons de copinage politique, ce comité militaire va être ajouté le mot de comité militaire du parti. Et c'est pour dire au général dont je fais allusion au jour d'aujourd'hui, quand on vient parler du 18 mars, il faut se dire qu'il y avait une constitution qui était là. Donc, et il va s'en suivre une série de pressions de la rue, parce que la rue voulait connaître bien qui avait assassiné le commandant Marien Ngouabi. Il y avait donc une pression de la rue. Et sur le plan de vue international, les militaires qui avaient pris l'affaire n'avaient pas bonne presse. De ce côté-là aussi, il y a eu une pression. Donc, de cette double pression, on a eu à mettre en place des arrestations. Les arrestations, je me rappelle, elles ont commencé depuis le mois d'avril. Parce que Dominique Sambadiankoumbi avait été arrêté au mois de mai. C'est votre père. Hein? Exact. Votre père. Et beaucoup des premières arrestations se sont basées sur la base ethnico-tribale. Parce qu'il fallait justifier. Parce que dans mes recherches, vous allez continuer, il se trouve que sur les 10 qui sont passés par les armes, ils sont tous originaires de la région du Poul. Mais c'est pour ça qu'on vous disait... La région du Poul. Je me suis permis de vous ramener... Parce qu'il y a une explication à cela. Je vous avais dit qu'il y avait des causes lointaines à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Et parmi ces causes lointaines et ces causes endogènes et exogènes, il y avait le tribalisme qui était un facteur ambiant. Vous vous rappellerez que beaucoup de ces 11, parmi ces 11 qui ont été des proches du président Alphonse Massamba Deba, les gens ont cru qu'ils étaient engagés pendant la défense civile. Or, c'est une histoire qui remonte aux années 50 avec la décolonisation. Donc, ce qui fait qu'il y a eu cette, ce caractère, le premier critère tribalo-ethnique. Choisir les prévenus. Choisir les prévenus. Il fallait couper la tête à ceux qui étaient proches du président Alphonse Massamba Deba. Et il y a eu des causes idéologiques. Parce que beaucoup n'étaient pas de la lignée ou dans cette oligarchie militaro-politique qui commençait à peine à naître. Et vous allez voir des gens, des proches du président Lissouba, à l'époque Premier ministre d'Alphonse Massamba Deba. Donc voilà un peu les critères. Sans investigation policière,
sans investigation judiciaire, on va prendre des gens, on va les arrêter, on va les parquer au niveau du ministère de la Défense. Quel était le chef d'accusation? Pour parler du chef d'accusation, j'aurais bien voulu que vous sachiez qu'au total, pour ce procès, il y a eu 45 condamnations. Donc vous verrez que pour toutes ces condamnations, il y a eu différents chefs d'accusation, mais pour les 11 condamnés à la peine capitale, dont 10 sont passés aux armes, ils avaient porté atteinte à la sûreté de l'État. Mais vous ne laissez juste oublier qu'on a jeté l'anathème de potentiels assassins alors que nous n'avions pas encore fait des investigations sur les causes réelles de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Et si eux, si le côté militaire, ils ont donné la version que c'est sur la base de la version officielle que le commandant avait été tombé, les armes à la main, donc automatiquement cela était vrai. Mais si déjà, comme nous avons posé la question de savoir, malheureusement, Brazzaville ne nous a pas encore répondu, ou nous disons, qu'ils nous disent de quoi le camarade Marien Ngouabi était mort. Donc, et après vous allez voir beaucoup de personnalités politico-militaires qui n'avaient pas apprécié la façon de travailler du président Marien Ngouabi, qui, pour des écarts de langage avec XY, ils se sont retrouvés embarqués là. Et je me rappelle, j'ai dû avoir une rencontre avec un ancien maire de la ville de Brazzaville, qui est aujourd'hui exilé en France, qui pour certaines raisons, les amis de ses frères, de sa tribu, étant donné qu'il était quand même au sommet de la hiérarchie politique du Congo, ils n'ont pas voulu qu'on aille le prendre chez lui, les militaires. On est allé le draguer pour lui dire non, que bon, doyen, écoute, il y a un problème de la nation, mais pour certaines raisons, on ne peut pas te laisser ici. Il faut que tu viennes dans l'enceinte de l'état-major. Là, on va te protéger. Oui. Mais de la protection, il va se retrouver incarcéré pour traîtrise ou pour complot contre la vie du président Marien Ngouabi. Donc voilà un peu à votre réponse. Mais là, il faudra savoir que ce qui est difficile à engober, ce qui est difficile, humainement parlant, on se permet de tuer des gens et on ne remet pas les dépouilles mortelles aux familles. Alors que vous savez que le haut commandement était bien au courant que le commandant Marien Ngouabi n'était pas mort, l'arme à la main. Et voilà, il y a eu des condamnations aux travaux forcés à perpétuité. Il y a eu des condamnations aux travaux forcés à temps partiel. Et il y a eu des acquittements purs et simples. Mais au total, d'après, et ce que je vous dis, mis à part que je les ai vécus moi-même, jeune ado, il y a les archives qui présentent les 45. Donc voilà, et pendant près d'un mois, les gens ont été d'abord, beaucoup ont été arrêtés mars, avril, mai. Donc ils sont restés depuis le mois de mai jusqu'au mois de décembre. 6 mois. Quel traumatisme.
Et nous avons retrouvé dans nos archives un document. Le procès de janvier, le livre blanc. C'est un document de près de 400 pages. Je n'ai pas voulu l'amener ici comme c'est une archive personnelle. Nous nous posons la question de savoir, ça a été édité par le département de l'éducation et de la propagande du comité militaire du parti sous l'emprise du Parti congolais du travail. Qu'est-ce qu'un parti peut faire alors que ce genre d'assassinat devait être fait par la justice? Vous verrez bien que donc c'est toujours, et c'est un supplice. Je voudrais savoir, sur la forme, c'est quelle cour qui a fait le jugement? La cour, ça s'est appelé une cour révolutionnaire d'exception. Donc, nous parlons de révolution. Ce n'est même pas une cour de justice. La cacophonie entre les hommes de droit et les politiques, ils vont composer cette cour-là. Mais malheureusement, historiquement parlant, après on revient toutefois sur le tribalisme ambiant. Car le président de cette cour, c'était Asmekong. Paix à son âme, que la terre lui soit légère. Pour des raisons d'éthique et de morale, nous n'allons pas. Mais comment se fait-il que dans d'autres cas, c'était à la police, à la justice, de faire des recherches, des investigations. Là, on ne sait pas sur quelle base, si c'est le comité militaire du parti qui a été institué, comme vous l'avez compris, sur la base d'un coup d'État, donc forcément, tout ce qui va découler n'est que fausseté et duperie. Parce que on ne peut pas arriver à comprendre comment se fait-il que la justice existe et que qu'est-ce que la révolution peut avoir dans une affaire de justice. Et vous vous rappellerez, nous vous avons dit que parmi les 11, beaucoup ont été les acteurs de cette soi-disant révolution des 13, 14, 15 août 1963. Voilà. Ça, c'était sur la forme. Maintenant, sur le fond du procès lui-même, quelle analyse analytique vous pouvez faire de ce procès, sur le fond du procès lui-même? C'est vrai qu'ils ont été condamnés pour atteinte à la sûreté de l'État. 11 personnes ont été condamnées à la peine de mort. 10 ont été exécutées. Et le 11e qui n'était pas... il avait réussi à fuir avant. D'accord. Maintenant, sur le fond, quelle analyse vous pouvez faire de ce procès? Sur le fond. Moi, je fais mon travail de journaliste. Non, je vous comprends. Oui. Pas question, sur la forme. Non, pas question d'éthique. Sur la forme, vous avez répondu. La Constitution avait été abrogée et les militaires ont mis en place un tribunal révolutionnaire. Maintenant, sur le fond, c'est ce que je vous dis. Ouais. Parce que sur le fond, Ndudi Ganga Jean-Pierre, Kinkouba Étienne, Sambadian Koumbi Dominique, Kangila Daniel Kanza, Kouba Grégoire, Misele Daniel, Konda Albert, André Ombessa, Pierre Zandeza, Sissoulou Simon. Vous voyez bien que ça là, c'est le département du Poul. Oui, c'est ce que je constate. Oui. Non, c'est le département du Poul. Bien sûr, oui. Et là, au jour d'aujourd'hui, 40 ans encore, on traque encore les originaires de ce
de ce département-là. Le pasteur Ntoumi. Le pasteur Ntoumi. Donc, pour nous, à notre niveau, quand nous analysons, parce que si le haut commandement savait que le commandant-chef n'était pas mort l'arme à la main, on ne pouvait pas juger des gens qui n'avaient rien à voir. Si on juge des gens sur du mensonge et que beaucoup ne reconnaissent même pas les chefs d'accusation, alors que les dés avaient été pipés avant, mais ce monsieur-là, il s'est permis encore dans le reportage de Soudan pour dire qu'il y avait eu un procès. Mais comment peux-tu avoir un fond alors que le socle, c'est du mensonge? En réalité, c'était pour écarter des ressources humaines compétentes afin d'accéder au pouvoir et s'y asseoir. Donc voilà, j'ai retrouvé, là nous y reviendrons, j'ai retrouvé dans mes archives un journal satirique qui date de avril 1991, Madougou Tsekele. On dit « À qui la main noire ?» En congolais, on dit « Ce qui est là qui Mousouni Yabato Loba ». Ça veut dire quoi? Si tu as mangé la chair de quelqu'un, viens parler. Et le procureur, le commissaire du gouvernement à l'époque, une personne qui vociférait, qui voulait envoyer tous les Bas-Congo à la potence, sans exception. Et viendra dire après que pour lui, les assassins du camarade Marien Ngouabi se trouvaient dans le CMP. Et voilà, tout ça c'est de la tricherie pendant près de 40 ans. On nous fait basculer, mais c'est jusqu'à quand? Donc le fond, pour nous, au niveau du concept de devoir de mémoire, ce n'est pas question d'en vouloir aux autres, mais c'est une épuration ethnique des leaders du département du Poul. Et secondo, il fallait écarter toutes les velléités en ressources humaines contre l'obimétrie. Vous allez me permettre encore, j'ai un autre journal, je crois que c'est celui-ci où le ministre Ngalibali a eu à faire un article où c'est quelqu'un qui vient dire ça remonte à des années de lumière. Ce qui a été dit à la conférence nationale, ça a permis au peuple d'ouvrir les yeux. Mais malheureusement, cette main noire n'a pas perdu sa façon de... Parce que dans un autre article, Sassou Nguesso persiste dans sa langue de bois. Ça, ce sont des poussières de mes archives des années 1991, pendant la conférence nationale. Donc nous disions, par rapport à la conférence nationale, et après avoir vu donc le côté très ballot politique, où il fallait écarter les ressources humaines du département du Poul, nous avons mis l'accent sur le côté idéologique. Je disais que j'ai retrouvé un article dans mes archives, un autre journal qui s'appelait à l'époque Le Tabou, qui date de mai 1991.
un autre acteur, un éminent acteur aussi. Il s'appelle Lambert Ngalibali. Un acteur politique qui était proche, qui est toujours resté proche au président Pascal Lissouba, qui a été membre de l'Assemblée nationale sous la présidence Alphonse Massamba Deba, qui va mettre même en exergue le côté machiavélique des acteurs membres de l'obumétrie, qui est l'oligarchie bureaucratique et militaire, pour écarter les autres. Donc voilà, nous disons, le fond, historiquement parlant, ce sont ces deux choses. Mais que pouvez-vous, quand les autres ont des armes, quand les autres tiennent la justice, quand les autres tiennent le service de renseignement? Donc c'est dans cette confusion, pour permettre à un monsieur d'accéder à la machine suprême et d'y rester pendant près de 40 ans. Il y a encore, c'est pas fini. Voilà, ça c'était un regard analytique sur le procès. Maintenant, évidemment, ce procès a des conséquences, a eu des conséquences immédiates et lointaines. Tout à l'heure, vous avez parlé un peu de la région de Poul. Alors, quand on se réfère à l'époque, quelles ont été les conséquences immédiates? Après. D'abord, c'est le lieu où jamais je dois me permettre de remercier toutes les rencontres que j'ai pu avoir durant ces 39 ans. Je n'ai rencontré pas mal. Il y a celles qui m'ont compris. Il y a celles qui m'ont traqué. Mais socialement, ce procès Marien Ngouabi est devenu le talon d'Achille de la construction de la nation congolaise. Parce que les Congolais ont commencé à... Avant, c'était possible. Mais déjà, quand on vient atteindre un homme et 2 hommes d'État, s'en suivent un département matraqué au su et au vu de tout le monde, la soi-disant unité nationale a subi un choc. Et depuis là, on n'a jamais eu à solder ce dilemme. Donc voici la première conséquence. Vous allez me permettre, le mensonge faisant état, comment le gouvernement a eu à apprécier à la sortie de ce procès? Pour le gouvernement congolais, ce procès était le pari de la justice et de l'équité. Une leçon de portée internationale qui donnait droit à la grandeur au peuple congolais. Lui qui venait d'écrire une page de l'histoire dans les annales des droits de l'homme. Ceci est tiré du discours ou de l'adresse à la nation prononcée par le chef de l'État de l'époque, le général Joachim Yombi Opango. Toujours dans cette fausseté, dans ce mensonge d'État, je me pose la question, avait-il lu? Parce qu'il y a une démarche qui avait été faite par les avocats. Une démarche même initiée depuis le Quai d'Orsay d'ici. Les militaires qui étaient en poste au Congo ne voulaient pas entendre raison. Ils s'étaient arc-boutés dans un jusqu'au boutisme qui fait que jusqu'aujourd'hui, comme ils n'arrivent pas à solder, d'autres viennent, d'autres s'en vont, cette question épineuse n'a jamais été soldée.
Maintenant, pour le peuple congolais, socialement, ceux qui avaient 20 ans à l'époque ont 60 ans au jour d'aujourd'hui. Ceux qui avaient 30 ans ont 70 ans. Certains ont 80 ans. Même à ma connaissance, vous m'avez donné une information que quand ce procès est arrivé, vous étiez, vous, en première année de journalisme. Non, université. Université. Avant d'aller, ouais. Donc vous vous rendez compte, et au jour d'aujourd'hui, nous sommes encore en train de parler de ce procès-là. Donc socialement, j'ai retrouvé même un jeune qui, depuis ceux qui étaient à l'école primaire, ceux qui sont dans la quarantaine au jour d'aujourd'hui, ça les a marqués. Donc, ça, c'est une des conséquences dans la société congolaise. Mais il y a une chose qui est très très dubitative, qui pose problème. Une semaine après le passage des 10 aux armes, le capitaine Kikadidi est assassiné. Situation rocambolesque. Je voulais rappeler que le capitaine Kikadidi, c'était lui qui était supposé. Dit-on, ce qui est sûr, il était à l'état-major. Il était le chef des commandos. Mais la question que nous nous posons, quand le capitaine Kikadidi fuit l'état-major, il ne va pas loin. Il monte au niveau de l'ECH de Bakongo, qui était pratiquement en amont de l'état-major. Il va se réfugier chez un de ses cousins. Il va y rester durant tout le temps. Et quelques semaines avant, 2 ou 3 semaines, il s'est retrouvé chez un autre cousin. Et c'est là où on viendra l'assassiner. Pour ceux qui voudraient bien connaître, analyser ce problème, le capitaine Kikadidi dormait en pyjama. Donc quand quelqu'un dort chez quelqu'un d'autre en pyjama, ça dit ce que ça veut dire. Mais autre fait, c'est pour répondre maintenant à ce général, ce paperassier, ce général à la retraite, quand il vient brandir le testament de Kikadidi, connaît-il les relations qui existaient et qui existent entre la famille Kikadidi et le sieur ministre de la Défense? Ce sont des frères d'armes. Ce sont des frères d'armes. Je me refuse de décrire que Kikadidi était chez Sassou Nguesso. Non. Ce sont des frères d'armes. Certains enfants du capitaine Kikadidi disent de Sassou Nguesso leur tonton, leur parrain. Et la pécune que cette famille-là a dû bénéficier à la mort du capitaine Kikadidi. L'enterrement de ces messieurs, cela s'est fait sous le frais de quelle autorité? Pendant que les 10, on ne nous a jamais donné les corps, pendant que les 10 ont une sépulture commune, celui qui supposé être le commandant le chef du commando qui a assassiné, entre guillemets, le... Donc c'est pour vous dire, c'est tellement ambigu que quand on va analyser Onga, l'assassinat d'Onga, parce que le capitaine Onga dira ceci: ce ne sont pas nos services de sécurité qui ont découvert où se trouvait Kikadidi. Donc, dans la nuit, pendant qu'on était en train de préparer une opération de prendre Kikadidi vivant,
il y a un autre commando qui va l'assassiner. Qu'à cela ne tienne. Donc, d'ambiguïté en ambiguïté, on se rend compte que l'une des conséquences du procès Marien Ngouabi, c'est donc le dilemme entre Onga d'un côté et Sassou de l'autre côté. Et ce dilemme entre deux officiers va se répercuter à faire le génocide qui a eu lieu à Ikongono quand Onga s'est fait traquer par l'armée populaire nationale parce que nous ne voulons pas être comme une bête de somme devant le sieur Sassou Nguesso. Donc, voilà encore un autre crime de sang. La famille d'Onga, beaucoup de choses ont été dites pendant la conférence nationale. Ne regardons pas la fumée, analysons. Parce que quand après l'assassinat, dans l'inventaire des crimes de sang que le Congo va connaître après le procès, il va avoir les bombes du cinéma Star et de l'aéroport Maya Maya, avec aussi des pertes de vies humaines. Il va y avoir comment on appelle ça, il va y avoir au niveau de l'UTA, il y avait un avion UTA qui avait été canardé en haut dans le désert de Tinéré. Vous voyez tout ça? C'est pour des raisons de sauvegarde du pouvoir. C'est pour on utilise tous les moyens de l'État pour ne pas que le procès, pour ne pas que ceux qui connaissent l'histoire, ceux qui avaient des informations par rapport à ce procès, par rapport à cet assassinat du commandant en chef, arrivent à dire leur part de vérité. On a voulu donc faire taire et les militaires, et les hauts gradés, et tous les notables de la République. Donc voilà un peu, dans cette cacophonie, dans cette manière de gouverner où le mensonge éhonté siège au niveau de la souveraineté de l'État, pour qu'un homme puisse écarter tous les autres et que le pouvoir lui revienne à 100%. Richard Dia, vous avez parlé des conséquences immédiates et lointaines. Je vois que vous avez parlé aussi du côté social. Alors, quel est aujourd'hui, du point de vue psychologique, l'état des enfants et arrière-enfants des 10 personnes qui ont été passées par les armes? Excusez-moi, moi je fais mon rôle de journaliste. Je joue mon rôle. Bon, j'ai l'obligation de le dire. Il m'a été difficile, mais je me suis quand même permis de suivre en intégralité le reportage réalisé par François Soudan sur le sieur Sassou Nguesso. Quand on lui a posé le cas de sa fille, sur la mort de sa fille, qu'avait-il dit? Pour lui, la défunte était dans la cour en train de jouer. Et quand François Soudan est revenu à la charge, il a dit: Monsieur le Président, il me semble que vous n'avez jamais fait le deuil. Il dit: pour moi, Edith est encore dans la cour. Nous qui suivons l'actualité, comment il idolâtrise? Chez nous on dit Wafwa Watoma, c'est-à-dire une personne qui est décédée devient belle. On ne va pas lui donner, même s'il avait des défauts, il faut lui permettre que son âme se repose. J'ai connu cette Edith ado.
Nous étions en 3e à l'époque. Et jusqu'à mon passage au lycée du Drapeau Rouge. Je ne vais pas parler. Mais comment son père interdit à des enfants qui ne voient pas leur géniteur? Comment nous pouvons-nous faire le deuil? Le deuil de... ouais. Parmi les rencontres, j'aimerais citer un de mes instructeurs, Ngoudiamoutou Samba Jean-Claude. Il avait 21 ans lors de ce procès. Il s'était retrouvé en France pour étudier. Il a dû passer de clinique psychiatrique en clinique psychiatrique. Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre de quoi son père était mort. Il y a un autre, Samba Diankoumbi, qui est décédé. Ça remonte aux années 98 ou 99. Un de vos frères, c'est ça? Pour beaucoup d'entre nous, on n'a jamais fait ce deuil. Pour beaucoup d'entre nous. Beaucoup aussi sont partis sans faire ce deuil. Mais comment voulez-vous construire un pays avec des slogans paix, 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 développement, développement, alors que le basique, vous ne respectez pas la vie humaine de vos compatriotes? Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'après avoir créé le collectif des ayants droit, des victimes et des ayants droit du procès Marien Ngouabi, avec le temps, on s'est dit, il fallait donc mettre en place un concept de devoir de mémoire. Parce que nous croyons, et nous avons cru que nous voulions accompagner le processus d'alternance de gouvernance au Congo, là, en 2016, dans un cadre pacifique. Nous qui étions victimes, nous qui avons subi les affres, mais malheureusement, l'intéressé là a refusé l'offre d'humanisme. Et aux petits-enfants, j'ai un de mes fils qui s'appelle Justice. Il est né le 6 février 1994. Je l'ai appelé Justice. C'est en mémoire de ce monsieur. C'est une date historique. Et c'est la dernière fois que je voyais que j'entendais les instructions de mon père à la maison d'arrêt. Quand je vois cet enfant, il a une fugue d'expression identique à celle de son grand-père. Malgré la volonté de lui dire de tailler sa barbe, il se refuse de tailler cette barbe. Ça, je parle au niveau de ma famille. Bien sûr. Allons au niveau des autres. Si j'ai initié le concept devoir de mémoire, parce que parmi les 10, il y a ceux qui n'ont pas pu avoir de progéniture. Si déjà des gens sont passés sur cette terre et les noms doivent disparaître comme ça, je vous laisse deviner la suite. Je suis très, très touché par ce que vous dites, mais je ne fais que mon travail de journaliste. Il se trouve qu'au Congo-Brazzaville, il y a eu la conférence nationale souveraine qui a eu lieu le 25 février au 10 juin 1991. Et puis elle a mis cette conférence, elle a mis en relief le rôle joué par tous les acteurs politiques du Congo-Brazzaville. Alors, quels ont été, n'est-ce pas, les enjeux de cette conférence nationale souveraine par rapport aux assassinats qui a eu lieu vous savez, d'abord pour parler de la conférence nationale, au préalable, je vais passer deux informations. Oui.
La première information, je n'étais pas à Brazzaville. À l'époque, j'étais étudiant en Europe de l'Est, plus exactement en République socialiste soviétique d'Ukraine, dans sa capitale. Et j'ai dû faire un voyage exprès à Brazzaville. Parce que quand j'entendais les gens parler à la conférence nationale, je me suis dit, là où il y avait ma mère, c'est sûr qu'on était venu remettre un couteau là où il y avait la plaie. Donc j'ai dû abandonner mes cours pour aller à Brazzaville. Ça, c'est la première des choses. Mais avec le recul du temps, vous savez que la conférence nationale, il y a eu des causes endogènes et des causes exogènes à cette conférence nationale. Bien sûr. Les causes endogènes, c'est la crise, la malgouvernance, l'accaparation du pouvoir entre les mains d'un clan pour des résultats que dalle. Mais il ne faut pas oublier que dans les causes exogènes, déjà dans les années 80, l'Union soviétique, qui était quand même la seconde puissance mondiale, traverse une crise d'identité politique. Ces pays satellites de l'Europe centrale commencent à partir. Et quelque temps après, il y a eu la chute du mur de Berlin, qui symbolisait le conflit Est-Ouest. Et viendra donc la présidence Mitterrand, où il va avoir la conférence de la Bolle. Au passage, dans les archives, vous verrez que le sieur Sassou Nguesso n'avait jamais apprécié les acquis de cette conférence de la Bolle. Il parlait à l'époque d'une démocratie à l'africaine. Cela se passe en Europe. Mais quelles sont les conséquences en Afrique? La chute de l'apartheid, ce qui revient à dire que tout phénomène naît, grandit, meurt. C'est un processus normal de la vie. Donc, l'apartheid qui était à son apogée sera obligé de chercher à négocier avec la sortie de Mandela. Yes. Et automatiquement, les dictateurs ou les dictatures de l'Afrique, en Afrique francophone, précisément, ça a commencé à se fissurer. Yes. Donc voilà, et arrive à la conférence nationale. Donc, la pression était telle que le système de gouvernance du Congo ne pouvait pas aller contre. Viendra donc les assises de cette conférence nationale. Beaucoup de choses ont été traquées. Beaucoup. Mais le peuple avait eu le dessus. Le sens du dialogue dans les villages bantous avait primé dans le cœur battant de tous les Congolais. Il y a eu cette conférence nationale. J'ai encore en ma possession, en tant qu'archiviste, deux tomes des auditions de la conférence nationale. Ici, je vois, il y a les auditions de Golondele, Emmanuel, je vois les auditions de Sibali, je vois les auditions de Mvuka Germaine, donc de Gando Gaston, capitaine retraité de la peine. Donc voilà. Ça, c'est les archives de la conférence nationale. Ce qui revient à dire, à mon humble avis, quand nous analysons la situation, que l'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, la vie, le tournant arrive toujours. Mais que vont faire ceux-là
qui croient manigancer perpétuellement alors que nous étions enfants. Aujourd'hui, nous sommes devenus des adultes. Donc, pour finir sur la question de la conférence nationale, j'ai retrouvé, comme je vous disais entre-temps, j'ai une bonne bagatelle de journaux dans mes archives, mais j'ai plutôt, pour le cas des assassinats, hein, bien sûr, j'ai vu le tabou Sassou Nguesso persiste dans sa langue de bois. C'est un journaliste qui l'avait écrit à l'époque. C'est déjà dans la cinquantaine, il avait usé de langue de bois. Dans la trentaine, il avait usé de langue de bois. Est-ce dans la soixantaine qu'il ne va pas l'user? J'ai encore acquis la main noire. Ça, c'est Madougou Tsekele. Il y en a bien d'autres. Mais il faut retenir une chose. La fois passée, je vous avais dit que sur l'initiative du collectif des victimes et des ayants droit, nous avions adressé un mémorandum que nous avons intitulé « Le droit de savoir ». Ce mémorandum rédigé depuis la place de Paris est arrivé au niveau de la conférence nationale, est passé dans les mains de plusieurs conférenciers jusqu'au niveau de la commission assassinat. Mais malheureusement, quand on vient écouter la version du colonel Eyabo par rapport au passage devant la cour martiale du président Alphonse Massamba Deba, quand on vient écouter l'audition du capitaine qui a même demandé pardon, membre du CMP, quand on vient écouter tout, j'ai retrouvé un autre article, je crois que c'est bien ici, où c'est un journaliste qui a eu à parler sur l'assassinat du président Marien Ngouabi. C'est écœurant que des grands hommes d'État ou des hommes politiques utilisent la langue de bois pour tout mettre sur l'homme. Et l'homme en a profité, il a demandé pardon. Mais il a demandé pardon de quoi? Ou sur quoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Ce que je sais, j'ai retrouvé dans mes archives, dans le listing des actes de la conférence nationale, c'est bien marqué ici, conférence nationale souveraine, présidium, secrétariat, République du Congo, répertoire des actes de la conférence nationale souveraine. J'ai eu, vous m'avez envoyé ce document. Là. Voilà, donc, ici, c'est l'inventaire de tous les 276 actes qui se devaient être exécutoires. Et parmi ces actes, afin d'apaiser, je dis bien, afin d'apaiser le peuple congolais, de permettre à ce qu'on reparte au bois de chauffe, qu'on appelle chez nous en congolais le mbongi, pour qu'on se parle, qu'on se dise des vérités, non pas sur la base d'une vérité imposée, mais des vérités citoyennes, patriotiques, parce que nous voulons laisser un autre pays aux descendants. Il y a eu des actes qui ont été pris. Permettez-moi, je vais vous les lire. Acte 95, portant érection d'un monument aux morts victimes de l'intolérance politique. Acte 212, recommandant au gouverneur de transition d'ériger un monument aux morts victimes de l'intolérance et de la barbarie du monopartisme. Acte 213, portant recommandation au gouverneur de transition de procéder à la révision historique
de tous les procès politiques. Acte 214, portant création d'une commission chargée de poursuivre l'enquête sur les cas d'assassinat politique non encore élucidés. Acte 216, portant réhabilitation des victimes de l'intolérance du monopartisme et ordonnant la restitution des dépouilles mortelles aux familles. Et le dernier acte, acte 217, portant indemnisation des victimes ou ayant droit. Et mon cher Ben, quand les gens n'observent ce qui s'est dit de l'égocentrisme, des problèmes de moralité, parce que ça a été très difficile pour que ces actes soient signés par Monseigneur Ernest Kombo, qui était le président de la conférence nationale. Ça a été vraiment parce qu'il y a eu beaucoup de tractations. Mais quand vous signez, et après que juste, c'est devenu comme du papier hygiénique. Naturellement, ces actes ont eu une suite négative puisque rien n'a été fait. Notre prochaine émission va justement porter sur la conférence nationale elle-même, hein, pour voir tout ce qui a été dit et pourquoi ça n'a pas marché. C'est une grande question aussi. Voilà. Donc notre prochaine émission va porter sur la conférence nationale souveraine. Toujours par rapport au crime d'assassinat. Au crime de sang. Au crime de sang. Voilà. Cette émission est terminée. Je voudrais avoir votre conclusion sur cette deuxième manche de notre émission sur l'assassinat du président Marian Ngouabi, l'énigme du 18 mars 1977. Mon cher Ben Zaoudegou, j'ose croire que je n'ai pas été à la hauteur de vos questions et que les compatriotes vont encore nous envoyer des questions pour qu'ils obtiennent les réponses. Mais mon dernier message, j'aurais bien voulu que, afin d'éviter toutefois d'aller dans le passé, d'essayer de projeter l'actualité. Bien sûr. Parce que l'actualité, nous avons une crise qui sévit dans le département du Poul, oui, qui est une conséquence directe de ce procès marien. Je voudrais rappeler que la région du Poul où le pasteur Ntoumi est traqué par le gouvernement. Le pasteur Ntoumi est traqué, mais en réalité, qui traque l'autre? Quand le mensonge s'installe à la sommité de l'État, il y a le discours de clôture de la conférence nationale Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Une ère nouvelle. Nous sommes le 10 juin 1991. Voilà encore une des promesses qu'il n'a jamais tenues. Donc, quand il utilise tous les moyens de la République, tous les moyens de l'État, pour se créer un scaphandre, mais il faut savoir léguer, faire la passation de pouvoir. J'ai retrouvé dans mes archives un journal. C'est la conclusion. Hein, c'est la conclusion. Je rappelle que c'est la conclusion. J'ai retrouvé dans mes archives un autre journal Jeune Afrique, où en 2009, il dit pourquoi je vais gagner. En réalité, la crise du Poul au jour d'aujourd'hui est une des conséquences, et je crois que, qu'à cela ne tienne, nous aurons bien voulu, pour éviter un débordage du temps, nous aurons bien voulu que vous preniez le temps de faire des investigations sur la crise du département du Poul, et nous proposons qu'on fasse une émission, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la diaspora congolaise sur la place de Paris, d'où l'esprit de la résistance du peuple bantou, du peuple Congo
est venu s'infiltrer ne va pas considérer que ce qu'il avait fait en 1977, qu'il le fasse encore maintenant. Ils ont intérêt à comprendre que nos parents, peut-être étaient naïfs, mais là, avec les nouvelles technologies d'information et de communication, la bataille, elle est dure. Mais nous n'allons pas accepter la défaite. Je voudrais, au nom de l'équipe de production, vous dire merci. Nous avons posé des questions sur notre conducteur. Ce n'est pas à nous de juger, ce n'est pas à moi de juger, c'est ceux qui vont sur l'émission qui vont juger. Mais je pense que vous avez répondu de façon pédagogique à toutes les préoccupations qui étaient inscrites sur mon conducteur. Cette émission est terminée. Sur le Congo-Brazzaville, par rapport à l'assassinat du commandant Marien Ngouabi, nous allons faire encore une ou deux émissions sur ce pays. Cette émission est terminée. Je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée selon l'endroit où vous vous trouvez. Bonsoir chez vous ou bonjour. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.